Bonjour à tous, c'est DK. On se retrouve aujourd'hui de nouveau sur Godot, toujours dans les scripts, et on va reprendre les choses concernant nos fonctions. Donc là, on retrouve ce qu'on a créé la dernière fois, la fonction ready et la fonction bob. Donc la fonction ready qui est implémentée par défaut dans Godot et la fonction bob, c'est nous qui l'avons créée. Là, il y a indiqué pass, c'est parce que nos fonctions étant vides, comme Godot n'aime pas les fonctions vides, il considère que quand c'est vide, il y a une erreur. Si on ne met pas pass, là je vais le supprimer, vous voyez, je vais avoir une ligne là en bas qui va me dire qu'il y a un problème et du coup, il ne veut pas enchaîner avec la suite. Donc du coup, il me surligne la fonction bob. Donc si je remets pass, je n'ai plus de souci ici. Mais vous voyez que si je l'enlève dans la fonction bob, eh bien, ma ligne en rouge ici en bas se réaffiche, donc j'ai un problème. Alors pass, ça ne fait rien de particulier, si ce n'est que de dire à Godot, oui c'est vide, mais ne t'inquiète pas, continue les choses. Bon. Mais ça ne fait rien de particulier en soi. On a vu que on pouvait par contre utiliser autre chose qui s'appelle return. Et return en fait, là qu'est-ce qui se passe? Alors pour que vous voyez réellement ce qui se passe, il va falloir que je l'imprime à l'écran. Donc dans Ready, je vais demander à ce que soit imprimé Bob, hein, c'est-à-dire que je vais récupérer la fonction Bob. Alors je récupère juste le nom et les deux parenthèses, de façon à ce que cette fonction serve presque de méthode pour être imprimée au démarrage dans Ready. Donc on va regarder ce qui se passe dans la console. Je lance. On va réduire la fenêtre de scène et vous voyez que j'ai nul qui est indiqué. Donc nul, ça signifie qu'effectivement il y a un retour qui a lieu, mais le retour en question, eh bien il nous retourne une valeur qui n'est pas définie. C'est un peu comme lorsque vous avez par exemple dans un tableau, vous voyez une case qui est vide, on lui a pas encore attribué de valeur. Euh, donc donc c'est comme si par exemple pour une variable, imaginons, eh bien je dise que la pièce c'est une variable de type nombre entier, mais que je ne définisse pas à quel nombre entier elle correspond. Voyez. Donc ça c'est possible. Euh, et là, vous voyez, si je vais à droite, j'ai plus de valeur définie. Hop. Voilà, je remets 3 pour la pièce. Donc en fait, c'est que la valeur n'a pas, il n'y a pas de valeur, y a pas de valeur définie. Donc du coup, bah, ce qui est retourné, c'est du vide en fait, hein, en termes de valeur. Alors, il faut quand même faire la différence entre les choses qu'on retourne et les choses qu'on imprime. Quand je dis par exemple à la fonction ready de m'imprimer un chiffre par exemple, on va dire 16, là je lui demande d'imprimer un chiffre. Et ensuite je lui demande d'imprimer Bob. Alors je pourrais dire que Bob doit me retourner un chiffre aussi, on va dire qu'il me retourne 43 par exemple. Donc là, il faut faire attention, il ne se passe pas exactement la même chose. Là, vous voyez que on m'imprime bien 16 et 43. Bon. 16, c'est juste l'impression d'un chiffre. On peut imprimer tout et n'importe quoi, mais ça n'affecte rien de particulier. Là, on lui demande juste de nous imprimer quelque chose dans la console. Par contre, return, alors on lui demande aussi de nous l'imprimer, mais par contre, le 43, ça c'est une vraie valeur qui peut être affectée à quelque chose. Donc on pourrait associer à une variable avec un égal et on pourrait s'en servir. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un cas concret. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer aussi ce qu'il y a dans le print là. Hop. Je vais créer une variable. On va lui donner un nom simple. On va l'appeler A, tout simplement, la variable A. Et on va dire que la variable A, elle est égale à Bob. Donc à ce qui se passe dans la fonction Bob. Donc vu que Bob me retourne 43, eh bien,
ma variable a, elle va valoir 43. Donc du coup, j'affecte ça, 43, à ma variable a. Et je peux très bien, par exemple, alors je pourrais lui dire juste print a, donc il m'imprimerait 43, mais je peux lui dire print a plus, plus 7, par exemple. Et si je fais ça, on va relancer, eh bien vous voyez qu'il m'a imprimé 50. Donc c'est-à-dire que Bob, lui, retourne 43, qu'on peut se servir pour affecter une variable, la variable a qui est ici, et après on lui demande d'imprimer la valeur qui a été affectée à A, donc 43, et on peut même faire des calculs, lui ajouter 7. Donc là on nous retourne vraiment quelque chose. On ne se contente pas que d'imprimer, on retourne vraiment une valeur avec laquelle on peut faire des choses. Bon. Alors, quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'alors, c'est le fait de typer nos fonctions. Le fait de typer nos fonctions, je vais vous montrer. Donc là, on va tout enlever pour l'instant. On va mettre passe pour ne pas avoir d'erreur. Hop. La fonction Bob, en l'état, elle peut retourner plein de choses. C'est-à-dire des nombres entiers, des nombres à virgule, des chaînes de caractères, donc des strings, des booléens, etc., etc. Si je lui dis à Bob de print un chiffre, 25, et que je lui dis que je la type, parce qu'en fait on peut typer les fonctions. Alors pour typer une fonction, il y a un caractère spécifique, il faut mettre un tiret haut, donc c'est la touche 6 de votre clavier, et l'icône, vous savez, l'icône supérieure, hein, la sorte de pointe de flèche. Donc ça vous donne, quand vous les collez l'un à côté de l'autre, ça vous donne ce symbole-là. Alors je rappelle, hein, moi j'ai les ligatures d'activer, hein, c'est-à-dire que dans l'éditeur, dans les paramètres de l'éditeur, quand on tape ligature, on peut ici dans Code Font Contextual Ligatures, on peut activer les mêmes symboles que moi en se mettant sur le paramètre Enable, donc activer, et on ferme, et vous aurez les mêmes caractères que moi. Donc ce caractère-là, cette petite flèche, hop, eh ben, va nous servir à spécifier un type à notre fonction. Vous voyez, nos variables, on avait à chaque fois spécifié des types, string, float, int. Eh bien, pour les fonctions, on peut aussi le faire, mais avec une flèche après les parenthèses et avant les deux points. Là, on va lui dire int. Hop. Donc là, il n'y a rien qui se passe concrètement. Pourquoi? Parce que j'ai pas de return. Donc on va voir si on met un return. Là, on n'a plus la même erreur. On nous dit, on ne peut pas retourner une valeur de type nul parce que la fonction, elle est censée retourner quelque chose de type int. Donc, vous voyez que là, il faut s'en tenir à ce qu'on a défini ici. Donc, si je lui dis 25, là, par contre, on n'a plus de problème. Par contre, on pourrait se dire, mais quel est l'intérêt, puisque de base, on peut retourner tous les types de variables qu'on veut, enfin tous les types de, pas de variables, mais de valeurs qu'on veut. Quel est l'intérêt de faire ça, puisqu'en fait, on va réduire nos possibilités. Là, à cause de ça, maintenant, je peux plus retourner, par exemple, des chaînes de caractères. Si je lui demande de me retourner des caludos, vous allez voir que il va pas aimer. Parce que, vous voyez, bah, c'est une chaîne de caractères. On nous dit cannot return value of type string. Donc, on ne peut pas retourner une valeur de type string comme un nombre entier, en fait. Il ne sait pas convertir ça en nombre entier. Donc, pourquoi typer les variables? Ça paraît, enfin, les fonctions. Ça paraît pas très intéressant de prime abord. Eh bien, je vous montre en quoi ça peut être utile. Si, par exemple, je ne type pas ma variable.
eh bien, je vais avoir par exemple une variable a qui va être égale à 7, on va imaginer, une variable b qui va être égale à 2, par exemple. Hop, on va essayer d'écrire les choses correctement. Et puis, je vais demander à ce qu'on me retourne une opération, donc une division par exemple, de a divisé par b. Donc 7 divisé par 2. Bon. Pour faire ce calcul, moi je veux voir son résultat dans la console. Donc il faut que je l'imprime. Alors rappelez-vous, hein, je ne peux pas faire print ici. Parce que si je lui demande de m'imprimer ça n'aura pas lieu parce que return, à la différence de pass qui continue son chemin, return, ça sort de la fonction. Hein, ça revient à 0 au début de la fonction. Donc pour imprimer, il va falloir que je le fasse dans Ready. Donc je vais demander dans Ready de m'imprimer la fonction Bob. Hop, voilà. Et en lui demandant de m'imprimer la fonction Bob, là dans la console, on voit qu'un chiffre s'est affiché ici. Le problème, c'est qu'il m'affiche 3. Il m'affiche 3 en me divisant 7 par 2. Sauf que 7 divisé par 2, ça fait pas 3. Ça fait 3,5. Donc le problème, là, quand on met rien, c'est ce qu'on appelle du typage dynamique. Alors ça paraît bizarre de dire ça comme ça, parce qu'en fait on parle de typage, alors qu'en fait il n'y a pas de type qui est indiqué. Mais en fait, pourquoi on parle de typage dynamique? C'est-à-dire que finalement c'est Godot lui-même, même si on ne le voit pas, qui type vos valeurs, mais c'est lui qui interprète comment il doit les typer. Et lui, il a interprété, vu qu'il a vu un nombre entier ici et un nombre entier ici, bah que ce qu'on cherchait comme résultat, c'était aussi un nombre entier. Comme 7 divisé par 2, ça donne pas un nombre entier, bah qu'est-ce qu'il fait? Il arrondit. Et il arrondit, là, en l'occurrence, au nombre inférieur. Donc, au lieu de me mettre 3,5, il me met 3. Donc, typer ces variables, c'est important pour avoir de la précision, mais typer ces fonctions, c'est tout aussi important. Donc, ça peut paraître de prime abord plus limitant, mais ça va vous permettre d'avoir des retours qui sont plus adéquates à ce que vous cherchez à faire en fait. Donc pensez que ça peut être très utile. Alors quand même, une chose qu'on n'a pas évoquée non plus, il y a un typage pour les fonctions qui est un petit peu particulier. Vous l'aurez peut-être vu si vous avez déjà suivi des tutos sur internet en vidéo ou même vu des scripts sur le net en général. On peut mettre tous les trucs communs, donc int, float, ball, string. Vous allez voir après qu'on peut mettre aussi des choses qui sont des types comme sprite 2D, etc. Je vais vous le montrer par la suite. Mais un truc bien spécifique aux fonctions, c'est qu'on peut les typer avec la mention void. Alors la mention void, ça fait quoi? Alors là, vous voyez qu'il y a une erreur, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Mais la mention void, si on va regarder dans la documentation, alors là je suis resté en langue anglaise, mais vous voyez, on vous dit void, c'est utilisé pour représenter une fonction qui ne doit pas retourner aucune valeur, hein, qui ne doit retourner aucune valeur. Donc la fonction void, concrètement, on retourne rien. Et là on voit que l'erreur, elle nous dit justement ça. Cannot get return value, donc on ne peut pas aller récupérer une valeur à retourner, qui est appelée depuis Bob, hein, donc depuis la méthode de la fonction Bob, because, donc parce que ce que la fonction Bob retourne, c'est du vide. Donc c'est pas du vide au sens nul. Quand je fais ça, quand j'enlève le void, en fait, on me renvoie une valeur. La valeur, on nous dit qu'elle n'a pas été affectée, mais on nous renvoie quand même une valeur. C'est une valeur qui dit non affectée.
Mais c'est quand même une valeur. Par contre, quand on met void, on demande à ce qu'on ne renvoie rien. Donc du coup, combiner void ici avec return, eh bien ça crée un problème parce que ici on lui dit que cette fonction elle ne doit rien renvoyer, hein, mais vraiment rien du tout, même pas un truc non affecté. Et return lui, bah, il a pour utilité justement de retourner quelque chose. Donc ça pose problème. Si je voulais même retourner un chiffre, j'aurais le même problème en fait. Vous voyez, ça marcherait pas. Donc, à quoi ça sert void en fait? Alors, on va voir tout simplement, quand on met rien, on peut retourner tout type de valeur, mais comme je l'ai dit, c'est dynamique, donc Godot va interpréter. Ça va peut-être vous poser des problèmes par rapport à des divisions, comme je vous l'ai montré. Si on type les choses, par exemple, on va lui dire qu'on veut qu'il nous retourne du int, donc des nombres entiers, eh bien ça va nous obliger à retourner des nombres entiers. Il n'y aura pas de souci. Bon, par contre, si on met autre chose, qu'on met des chaînes de caractères, là ça va poser problème. Et si on met void, eh bien on va demander à ce que cette fonction ne renvoie rien. Donc si on met void, pas de retour. Donc voilà. Ça peut être intéressant parce que des fois on veut faire des choses qui n'ont pas forcément besoin de retourner une valeur précise. Sachez que ça, void, ça s'applique uniquement à la fonction elle-même, à la fonction bob. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, imaginons que je dise que cette fonction-là, je veux qu'elle retourne un chiffre précis, un nombre entier. On va dire, je sais pas, 26 par exemple. Hop. Je pourrais très bien, pour autant, mettre void après ready. Ça, c'est pas gênant. Pourquoi c'est pas gênant? Parce que là, le void, il interdit à ready de retourner quelque chose. Mais il n'interdit pas à ready d'aller imprimer quelque chose qui récupère dans Bob. Hein? Donc, si on autorise Bob à retourner quelque chose, là en l'occurrence un nombre entier, 26, pour autant, on pourra le récupérer dans ready, on peut dire à ready lui-même de ne pas retourner quoi que ce soit. Donc, hop, si on lance, vous allez voir que ça n'a pas d'incidence. On peut imprimer 26, bien qu'on ait void à la fin de ready. Par contre, si je demande un return directement dans ready, alors là, il ne me met pas d'erreur. Mais c'est parce que, tout simplement, si vous voulez, étant donné que je n'ai pas demandé de valeur précise, ça passe. Dans ready, ça passe. Il n'est pas bloquant, en fait. Voilà, c'est pas gênant. Par contre, si je lui demande de me retourner, on va dire un chiffre aussi, 14, là, vous voyez, direct, ça passe plus. Même si je lui demandais pas d'imprimer Bob, hein, même si je remettais Bob à 0, hein, que je créais Bob en mode vide, vous voyez que ready, c'est pareil. Si on lui dit de retourner rien, de ne pas effectuer de retour, et qu'on lui dit juste après de retourner un chiffre, il va nous dire non.
Donc ça, faut avoir à l'esprit un petit peu comment ça fonctionne. Alors autant Bob, vous l'avez vu, on peut le typer et lui dire, voilà, je veux du int, hein, et avec un retour, par exemple, avec un chiffre. Ready, il n'a pas autant de possibilités. Bob, on peut lui affecter quasiment tout et n'importe quoi. Par contre, la fonction ready, qui est là par défaut dans Godot, je le rappelle, soit elle est vide, hein, donc c'est-à-dire que elle retourne tout ce qui peut exister, je dirais, soit elle est typée avec void, hein, c'est-à-dire que elle est typée de façon à ce qu'on lui interdise de retourner quelque chose. Mais on ne peut pas lui demander de retourner un type précis. Je ne peux pas lui demander de retourner int, un nombre entier. Si je lui demande de retourner int, et que je fais return, et que je dis 14, hein, vous voyez qu'autant pour Bob, ça marche. La fonction Bob, on lui dit qu'on veut un entier, et on lui demande de nous retourner comme entier le nombre 15, il n'a pas de souci. Ready, il nous dit qu'il y a une erreur. Il nous dit qu'il y a une erreur parce qu'il nous dit que cette fonction, en fait, elle a une spécificité. Alors, je ne vais pas vous le traduire mot à mot, mais en fait, il faut comprendre qu'en fait, la fonction par défaut ready, elle a une spécificité, c'est que bah, justement, soit elle ne retourne que du void, au sens elle ne retourne, elle empêche un retour, soit elle retourne tout ce qui peut exister, mais pas de façon définie au sens bloqué en fait, hein, parce que là vous la bloquez à définir des nombres entiers. Donc ready ne peut pas faire ça. Donc si jamais vous avez effectivement besoin de conditionner votre fonction à retourner un type de chose bien spécifique, vous le faites dans une autre fonction, comme Bob par exemple. Vous faites dans Bob votre implication qui dit que je ne veux que des nombres entiers. Et après, effectivement, vous récupérez Bob dans votre fonction ready. Et du coup, vous laissez la liberté à ready de récupérer tous les types de choses, de valeurs possibles. Hop, voilà. Et du coup, on n'aura plus de problème. Là, ça marchera. Donc, tout ça, ça permet déjà de voir comment interagissent les fonctions et puis comment elles peuvent être typées et ce qui est permis dans certaines et pas dans d'autres. Le typage, comme je vous l'ai dit, il peut être de plein de nature, c'est-à-dire qu'on peut mettre des int, des float, des true, enfin des booléens, donc true ou false, vrai ou faux, des strings, donc des chaînes de caractères. On peut mettre des trucs un petit peu plus entre guillemets exotiques. Donc on pourrait mettre par exemple un type sprite sprite 2D. Voilà. Et on pourrait lui demander de nous le retourner. Alors là, forcément, il aime pas parce que il nous dit que ça, c'est pas un sprite 2D. 15, c'est juste un nombre entier. Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui demander de retourner? Un sprite 2D, si vous vous rappelez, on en a un. Parce qu'on a créé une variable qui s'appelle image à un moment, dans laquelle on a stocké une valeur qui correspond à un nœud de notre scène, là à gauche. Et notre nœud, en l'occurrence, c'est le nœud logo. Et lui, vous voyez qu'il est de type sprite 2D. D'ailleurs, on l'a spécifié ici aussi, à côté de notre variable image, qu'il s'agit d'un sprite 2D. Donc, on pourrait lui demander, par exemple, de nous retourner image. Alors, vous voyez, quand je commence à taper, on a .p. Donc, ça veut dire que ça nous renvoie bien à quelque chose qu'on a, une variable qu'on a créée au préalable.
Donc si on lui dit de nous retourner image, là Ready va imprimer Bob. Alors il va pas m'imprimer une représentation graphique, hein, il va m'imprimer quelque chose dans la console. Et vous allez voir ce qu'il me dit dans la console. Il me dit, voyez, logo, deux points. Donc logo, il reconnaît bien le nom du truc. Il nous reconnaît bien que c'est quelque chose de type sprite 2D. Et il nous met une référence qui correspond vraiment... alors il me semble que ça correspond au nœud. C'est une référence, la référence du nœud en fait. Bon. Donc ça c'est possible. Alors vous pourriez faire la même chose avec le lecteur de musique. Hein. Sauf que au lieu de lui demander comme type sprite 2D, le lecteur musique c'est un audio stream player. Donc vous lui mettrez comme type audio stream player et vous lui demanderez par exemple de vous retourner musique. Et vous retournerez les spécificités qui sont liées à ce composant là. Alors on peut aller un peu plus loin quand même, parce que comme vous le savez, nos composants, ils ont chacun, quand on regarde à droite dans ce qu'on appelle l'inspecteur, ils ont chacun des propriétés. Vous voyez que mon lecteur de musique, il a une piste de lecture, là d'ailleurs il a un son qui a été intégré, etc., etc. Mon logo, il a aussi des propriétés, il a une texture, une position, une rotation, une taille, une déformation, etc., etc. Bon. Eh bien, on pourrait éventuellement dire qu'on veut récupérer quelque chose d'un petit peu plus précis. Par exemple, image, au lieu de récupérer juste le sprite 2D qui s'appelle logo, on pourrait dire qu'on veut récupérer plus précisément la texture. Donc pour récupérer la texture, on dirait pas juste return image. En fait, on irait chercher une caractéristique de image. Donc on ferait point, caractéristique du nœud logo. Je rappelle, le nœud logo, il est associé à la variable image. C'est pour ça. Donc, pour aller chercher une caractéristique, on met point et on indique la caractéristique qu'on souhaite. Donc là, on va taper texture. Vous voyez, texture. Alors, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ici, le type qu'on lui impose, c'est toujours sprite 2D. Donc là, il va aussi falloir changer les choses. On va lui dire que ce que là, on cherche à récupérer, c'est texture. Vous voyez? Là, j'ai l'icône d'un objet qui s'appelle texture. Donc je double-clique. Et là, normalement, je ne devrais plus avoir de problème. Donc en faisant ça, on va lancer la console pour voir... On va lancer la scène de façon à voir ce qu'il se passe dans la console. Et vous voyez, là, j'ai une mention qui est indiquée. Donc compress texture 2D. Alors pourquoi compress texture 2D? Eh bien parce que si on regarde dans l'inspecteur, la texture qui est associée à mon sprite logo, vous voyez, quand je me mets dessus, son type, on me dit que c'est compress texture 2D. Donc une texture en 2D compressée. Je vous rappelle, des types de textures, il y en a plein. Vous avez les atlas textures, les images textures, etc., etc. Et vous voyez qu'il nous met encore une référence qui doit, à mon avis, correspondre à la référence spécifique de la texture. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles à faire. Alors je vous montre un autre truc, une autre propriété qu'on peut récupérer parce qu'elle est un petit peu plus subtile. Là, vous voyez, c'était simple d'arriver à trouver quoi taper, puisqu'en fait, ici, ça s'appelle texture, donc on arrive à retrouver assez facilement qu'est-ce qu'il faut taper ici. Par contre, si je cherche à récupérer quelque chose comme la position, la rotation, enfin quelque chose qui se trouve ici à droite, dans le node 2D, vous avez transform, et vous voyez, vous avez tous ces paramètres-là. Là, c'est un petit peu moins explicite, on va dire, parce que on pourrait dire que je veux récupérer, par exemple, la taille. Alors, la taille, je vous le rappelle, elle s'exprime avec deux coordonnées, comme la position. X, donc c'est ce qui se passe à l'horizontale, et Y, c'est ce qui se passe à la verticale. Donc là, par exemple, ça me permet de savoir quelle est la taille. Donc ayez toujours à l'esprit qu'on est dans quelque chose qui s'apparente à des coordonnées en géométrie. C'est de ça dont il est question.
Si je vous montre rapidement, hein, par exemple là sur Paint, hein, il faut que vous ayez à l'esprit qu'on a par exemple hop, on a un axe vertical, on a un axe horizontal, c'est pas bien horizontal, mais voilà, hein, donc vraiment comme en géométrie, on a un truc comme ça. C'est pas évident de faire des choses sur Paint, hein, c'est pas très précis. Hop, voilà. Donc concrètement, vous avez les X et vous avez les Y. Donc ça vous permet de définir la position d'un objet. Hein, si vous dites par exemple que vous avez un objet qui est, on va dire que là on a 10 et que là on a 50 par exemple, un objet qui est à 50 en X, eh bien il va être quelque part par là, et s'il est je sais pas, on va dire 30 en Y, hein, donc à peu près par là, et bien en fait votre objet, sa position finale, elle va être quelque part par ici. Hein. Donc en fait, la position d'un objet, elle s'exprime selon deux directions. Et ça, on appelle ça un vecteur 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux vecteurs, un vecteur X et un vecteur Y. Et c'est pareil pour la taille. Donc alors je rappelle aussi rapidement, hein, quand vous avez des chiffres négatifs, ils sont par là. Hein. Là vous avez moins 10 en X et ouais, moins 50 en X. Voilà. Alors, il y a une erreur sur mon schéma, parce qu'en informatique, n'oubliez pas que ça marche, en tout cas pour les Y, ça marche à l'envers. C'est-à-dire que là en bas, c'est pas moins 10. Un peu contre-intuitif, mais c'est 10. En fait, le moins 10, il va être en haut. Et le 50, il sera là. Et ici, ça sera moins 50. Ça, faut l'avoir à l'esprit. Donc ça nous permet voilà, de savoir dans l'espace où se trouve quelque chose en termes de position, mais vous allez voir que ça marche aussi pour le scale, donc la taille. Donc là, je pourrais lui demander de me retourner une image et précisément sa propriété scale. Donc vous voyez, j'ai tapé S, j'ai déjà une proposition. Donc forcément, je vais avoir une erreur puisque en fait, vous voyez que là, j'ai mis texture. Et là, du coup, c'est plus la texture qu'on cherche à récupérer, c'est la taille de notre objet. Alors, on peut chercher longtemps et tout, et on peut justement se casser les dents. Vous voyez, si on tape scale, par exemple, on va rien trouver en fait. Vous voyez, il n'y a pas de proposition. On pourrait se dire, bon, bah, c'est peut-être pas scale, si on regarde dans l'inspecteur. Scale, ça dépend de transform. Transform, ça dépend de note 2D. Donc, on pourrait essayer des choses comme ça. Mais ça ferait à chaque fois ça poserait des problèmes. Déjà parce qu'on n'a pas transform pur, vous voyez, on a transform 2D, mais même si je mets transform 2D, j'ai toujours une erreur là en bas. Et si je mets node 2D, j'aurai toujours une erreur. Ça bloque toujours. Je vais vous le mettre en majuscule, hein, mais ça vient pas de la majuscule le problème. En fait, le truc, c'est qu'il faut bien lire ce qui nous est dit. Donc on va remettre texture. Comme ça, vous allez voir que l'erreur, elle était déjà expliquée dès le départ. En fait, on nous dit, là dans l'erreur, qu'on ne peut pas retourner can not return a value of type, donc une valeur de type vecteur 2, parce que la fonction, donc la fonction Bob, retourne un type qui est imposé, et le type imposé, c'est texture. Donc là, on vous dit vecteur 2. Vous voyez, c'est ce que je vous ai montré là, hein, avec les coordonnées x et y. Donc effectivement, scale, ce qui le définit, c'est un ensemble de deux vecteurs, x et y, ce qu'on appelle un vecteur 2. Donc là, pour que ça marche, vous voyez, c'est un peu moins intuitif parce que
texture, on arrive à le retrouver facilement en regardant à droite. Là, il faut savoir que c'est un vecteur 2. Si on ne le sait pas, si on n'a pas connaissance de ce que sont les vecteurs 2, ça peut être compliqué. Mais vous voyez, si vous n'arrivez pas à savoir exactement ce qu'il faut mettre, pensez à bien regarder ce qui est mentionné dans l'erreur. Ça peut vous aider. Donc là, on nous dit qu'en fait, ce qui est attendu, c'est un vecteur 2. Donc on va taper vec. Vous voyez, on a proposition, vecteur 2. Là, j'ai plus d'erreur. Si je lance ma scène, on va regarder ce qui est indiqué dans la console. Bah, vous voyez qu'on a 9. Et 9, ça correspond bien là, à droite, à la position en X, à la taille en X précisément. C'est pas la position, c'est la taille en X. Et on a 5,0625. Ça correspond à... Alors ça correspond pas totalement, je pense qu'il doit faire des arrondis. D'ailleurs, 0,6,3. Oui, voilà. Donc là, en fait, il arrondit au troisième chiffre après la virgule. Ici, il nous en met 4. Donc c'est pour ça qu'on a 625 et pas 0,63 en fait. Mais vous voyez qu'on retrouve la taille en X et en Y. Donc ça, c'est des possibilités qu'offre le typage de nos fonctions. Alors, on peut retourner, par exemple, je ne l'ai pas fait jusqu'alors, mais on pourrait retourner, on va pas le typer, mais on pourrait retourner aussi une énumération. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais vous voyez, là, mon énumération, sélection animale, c'est le nom de mon énumération, je peux la retourner. Bon. Si ici, je colle sélection animale, vous allez voir que dans ma console, je vais avoir tous les noms de mes animaux qui sont retournés. Alors on a bien en plus les accolades qui nous font comprendre qu'il s'agit d'une énumération. Et en plus, vous avez les valeurs. Les valeurs qui n'apparaissent pas là dans mon code, mais qui sont attribuées par défaut à chacun de nos éléments par Godot en fait. Donc vous voyez, il compte à partir de 0, on est en informatique, et à chaque fois, il attribue à chacun de mes animaux une valeur bien spécifique. Donc ça, on peut le récupérer aussi. Un truc qui est potentiellement intéressant de vous montrer, c'est que le problème de cet outil qui est return, c'est qu'en fait, il peut nous retourner qu'une chose à la fois. Je vous montre, on a return ici dans la doc, on nous dit, il est où, il est plus haut peut-être, il est là. Donc ici, on nous dit return a value from a function, donc une valeur depuis une fonction. Mais c'est vraiment une valeur en fait. Et ça, c'est un peu problématique parce que vous pouvez pas, par exemple, faire... si vous créez une variable a qui est un nombre entier, on va dire 2, une variable b qui est un nombre à virgule, donc un float, on va dire 5,9. Si vous créez, par exemple, une variable c qui est de type booléen, donc true ou false, et puis une dernière variable d qui est de type chaîne de caractères, donc un string, on va mettre des k par exemple, et bien là vous pouvez retourner les valeurs une par une, hein. Si je fais return a, pas de souci, hein. Ma fonction ready elle va imprimer Bob et elle va m'imprimer 2, ça il n'y a pas de souci. Donc je peux le faire de façon individuelle, vous voyez là on a bien 2. Je peux le faire de façon individuelle et demander à Bob de m'imprimer chaque valeur une par une. Donc je peux changer, mettre B, mettre C, mettre D. Par contre, je ne peux pas lui demander de m'imprimer à la suite A et B.
Je peux pas faire A. Il y a le mot AND hein, qui existe dans Godot. Mais si je fais A AND B, vous allez voir, si je lance, il va pas comprendre. Je crois qu'il va me donner un... Bah, il me donne true. Vous voyez? Là, je lui demande de m'afficher 2 suivi de 5,9. Il me dit true. Bon. Donc c'est pas ce que je cherche. Si je mets une virgule, il va pas comprendre. Alors même si je mettais des parenthèses, hein, ça changerait rien, il comprendrait pas. Je peux pas le séparer par un slash, parce que pour lui un slash c'est une division. Hein. Donc si je lui dis ça, il va me diviser 2 par 5,9. Vous voyez, et puis là il me fait un calcul, c'est pas non plus ce que je cherche. Si je mets un espace, ça changera rien. Si je les colle, bah lui, il va essayer de trouver une variable qui s'appelle AB à me retourner, mais il n'y a pas de variable qui s'appelle AB. Donc ça, il va pas savoir faire non plus. Donc une solution, et avec les autres trucs, il pourrait pas le faire non plus en fait. Parce que return, ça retourne vraiment qu'une seule chose à la fois. Donc la solution éventuellement pour pallier à ce problème, c'est qu'on peut éventuellement typer notre variable de façon à ce que ce soit un arrêt. Un arrêt, je rappelle, c'est un tableau. Donc un tableau, ça se symbolise par des crochets. Et entre nos crochets, on va avoir un certain nombre de choses. Et là, je pourrais lui dire, eh bien, return moi. Donc il va falloir mettre les crochets. A, B. Et là, je peux mettre mes virgules, il va les comprendre. C et D. Donc en mettant mes virgules, il va comprendre que c'est des éléments différents. Et si je lance de nouveau la scène, on regarde dans la console, vous voyez que là, pour le coup, bien que de base, il soit pas en mesure de me retourner plus d'une chose à la fois, eh bien, comme array, c'est considéré comme une seule chose, mais qui peut contenir plein de valeurs à la fois, eh bien, là, du coup, il est en capacité de m'indiquer toutes les valeurs que je cherche à imprimer à l'écran. Alors, il y a un autre truc aussi qui est utilisé. On l'a pas encore vu et moi-même j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. C'est les dictionnaires. Donc c'est quelque chose qui s'apparente un peu au tableau, mais avec plus d'entrées, plus de possibilités. Et visiblement, vous pouvez aussi retourner des dictionnaires. Hein. Donc du coup, avoir accès à plein de variables. Apparemment, c'est aussi quelque chose qui est faisable. Bon, c'est pas quelque chose que moi j'aborderai là, puisque moi-même, j'ai pas eu l'occasion jusqu'alors d'utiliser ce genre de choses. Donc vous voyez, là, on a déjà vu pas mal de choses dans les retours possibles, mais surtout dans les typages hein, qui peuvent exister au niveau de nos fonctions. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est déjà une vidéo conséquente, mais je tenais à la faire parce que ça permet de voir les interactions de façon un peu plus approfondie hein, et comment on peut faire les choses. Donc retenez que pour une fonction que vous créez, soit vous ne la typez pas, donc ça va être dynamique, mais donc c'est-à-dire que vous pourrez intégrer, vous n'aurez pas de problème d'intégration de valeurs, on ne vous imposera pas une valeur spécifique, mais attention, Godot, lui, va interpréter des choses. Et vous allez peut-être parfois avoir des problèmes, comme par exemple l'exemple de la division, 7 divisé par 2, au lieu de nous donner 3,5, il nous donnait 3 parce que lui, il interprétait que ce qu'on cherchait, c'était un nombre entier, alors que finalement, c'était pas le cas. Donc faites attention à ça. Le mieux, il me semble, c'est de faire du typage statique, c'est-à-dire d'imposer un type de valeur qu'on souhaite, donc comme par exemple en mettant array, en mettant int, en mettant string, etc., etc. Alors bien entendu, si vous lui imposez un type bien précis, eh bien là, si je lui impose du int, eh bien il faut que ce que vous retourniez, ce soit du même type que ce que vous lui avez imposé, parce que là, vous voyez que du coup, il marche plus, parce que ici, ça c'est un tableau, et là, ce qu'on lui demande, c'est plus un tableau. Hein.
soit vous avez dans certains cas des situations où ce que vous allez retourner, eh bien c'est rien, hein. Vous allez même plutôt imposer que rien ne soit retourné, et dans ce cas-là, si vous imposez que rien ne soit retourné, vous allez mettre void. Euh, Rappelez-vous aussi, ça sera la dernière chose, que la fonction ready, donc c'est une fonction qui est intégrée directement à Godot, vous ne pouvez pas lui imposer un type spécifique. La fonction ready, c'est soit vous la laissez vide de sorte à ce qu'elle accepte tout type, soit vous voulez qu'elle ne soit pas en mesure de retourner quoi que ce soit et vous lui mettez void. Mais vous ne pourrez jamais lui imposer un type, que ce soit int, que ce soit array ou autre. Ça, vous ne pouvez pas le faire. C'est une fonction qui, par défaut, accepte tout ou ne retourne rien. Elle a juste deux possibilités, en fait. Donc voilà, c'est, je pense, tout ce que je pouvais vous dire à l'heure actuelle sur le typage des fonctions. On verra la prochaine fois la question des arguments. Donc c'est les choses qu'on peut mettre potentiellement entre les parenthèses de nos fonctions. Ce qui viendra aussi interagir aussi là dans les parenthèses quand on imprime Bob par exemple. Alors c'est pas toujours appelé argument, hein, je le précise, dans la documentation anglaise, il me semble que c'est appelé parameters de mémoire. Mais très souvent en français vous entendrez le nom d'argument. Et puis je pense qu'il y aura une vidéo qui interviendra après sur les conditions, hein, parce qu'on n'a encore jamais vu ça et c'est important. Et puis on finira par les signaux. Théoriquement, je pense que ce sera suffisant. Voilà, et bien sur ce, j'espère que tout ceci vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!